C'est l'heure du journal télévisé de la mi-journée. Bonjour et bienvenue à tous. Pour commencer, les titres. En Côte d'Ivoire, une mission à Téhéri dans le centre-est pour soutenir les initiatives de paix et de cohésion sociale. C'est une décision du médiateur de la République. Téhéri, localité fortement secouée par des affrontements lors de la présidentielle du 31 octobre 2020. À la une également, la 68e journée mondiale de la lèpre en Côte d'Ivoire, célébration officielle à Daloa dans le centre-ouest en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele. Les malades de la lèpre ont reçu plusieurs dons. Enfin, un incendie à la prison civile de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Aucune perte en vie humaine. Le bâtiment des femmes ravagé. En Côte d'Ivoire, donc, une équipe dépêchée à Téhéri, dans la région centre-est, par le médiateur de la République, a rencontré récemment les populations. Objectif, soutenir les initiatives de paix et de cohésion sociale après les affrontements survenus lors de la présidentielle du 31 octobre 2020. Les précisions de Mamadou Kouassi. Plus de 3 mois après les événements, Téhéri porte encore les stigmates des violences du 31 octobre 2020. Mais les déplacés continuent de revenir des campements et autres lieux de cachette. Jusque-là, même ce quartier, mon quartier Balakou, il n'y a personne. Parce que les maisons étaient détruites. À 90%, les maisons ont été détruites. Donc, on cherche des voies et moyens. Si on pouvait réparer rapidement, ils veulent venir. Mais c'est par rapport à les maisons on ne peut pas habiter. On peut s'asseoir et puis vivre ensemble, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on était ensemble. L'école aussi a repris, mais avec de nouvelles dispositions. Nous avons, avant la crise, un effectif de 920 élèves à Téhéri. Et après, nous avons près de 320 élèves que nous n'avons pas retrouvés, qui ne sont pas revenus. Mais il y a un certain nombre que nous avons retrouvés dans nos écoles, dans les autres villages de la circonscription. Nous avons pu inscrire ces enfants-là dans leur village d'accueil. Nous avons pu leur redonner des kits scolaires. Les signes du retour de la paix et de la cohésion sociale dans ce village du département de Gagnoa sont palpables. Les points d'eau sont utilisés ensemble par les différentes communautés. Des actions de médiation qui ont aujourd'hui porté des fruits. Il faut donc des actions concrètes pour penser les plaies et surtout recoller le tissu social fortement fragilisé. Ces populations bêtées et halogènes ont signifié leur volonté de retrouver le vivre ensemble qui les a toujours caractérisés. Nous disons que la réconciliation à Téhéri est possible. Elle est le souhait de tout le monde. Mais pour qu'elle soit effective, il faut que tous ceux qui sont auteurs des tueries et des incendies soient poursuivis et portés devant la justice. C'est ce qui contribuera, en notre sens, à apaiser et à renforcer le sentiment de prise en charge des préoccupations des populations. Et pour accompagner cette démarche, le médiateur de la République lui-même est allé sur le terrain. Adama Tunkara, au cours d'une rencontre publique, a invité les différentes communautés à la culture du pardon, au dialogue et au vivre ensemble. Téhéri doit redevenir cette terre de paix et de fraternité qu'elle a toujours été. Ce défi ne peut être relevé qu'avec l'implication de chacun. Le dialogue doit ainsi toujours prévaloir dans le règlement de vos différends. De vos différends de tous ordres, fussent-ils politiques. Il faut surtout éviter de se faire justice afin de préserver l'harmonie sociale et renforcer l'état de droit. Pour les prochaines législatives, le médiateur de la République, accompagné des membres du gouvernement, fils de la région du Gord, appelle les populations à la retenue et à tourner le dos à la violence. J'encourage par ailleurs la communauté locale BT, la communauté allochtone et allogène vivant à Téhéri de renoncer à toute idée de vengeance et de privilégier le règlement du conflit par le dialogue pour une cohabitation pacifique. Il s'agit également de sensibiliser la population à la tenue
d'élections législatives apaisées le 6 mars prochain. La rencontre de Tehiri a permis aux médiateurs de la République, Adama Tounkara, d'installer officiellement les comités locaux et départementaux de veille et de suivi de la cohésion sociale. Ces comités constitués de différentes composantes de la population vont prendre la relève des campagnes de sensibilisation à la paix et au vivre ensemble. Il faut rappeler que les événements de Tehiri ont fait 3 morts et une cinquantaine de logements détruits. La paix et la cohésion sociale également au centre des échanges à Lopou, dans la région des Grands Ponts, dans le sud du pays. Le ministre de l'Investissement privé, Emmanuel Essis, également fils de la région, a rencontré il y a quelques jours les populations. Pour en parler, Franck Quadio. Lopou, village du pays, Lodjoukro. Nous sommes dans le Léboutou, région des Grands Ponts, sud ivoirien. Ici, la période électorale a été un foyer de friction. Les populations ont cependant décidé de faire table rase de ces moments de braise et emprunter la voie de la cohésion. C'est le sens de cet accueil expressif réservé au ministre de la Promotion de l'Investissement privé, d'ailleurs fils de la région Esmel Emmanuel Essis. Aux premières loges, dans cette volonté de dialogue et d'apaisement, la jeunesse a l'initiative de la rencontre. Nous avons voulu que le ministre soit au Lopou pour lui demander de façon officielle pardon et le ministre a accepté. Donc c'est un sentiment de joie. Aujourd'hui, c'est toute la jeunesse de Lopou qui est derrière moi. Nous avons décidé de faire chemin avec le ministre. Nous lui avons demandé d'être notre porte-parole auprès du gouvernement pour que les projets de développement que le gouvernement a entamés, Lopou ne soit pas en marge de ces projets-là. Ils ont été à l'initiative de la désobéissance civile en empêchant l'administration de rentrer dans leur village. Aujourd'hui, les jeunes eux-mêmes nous ont appelés pour faire mea culpa et dire qu'ils n'avaient pas compris. Aujourd'hui, ils ont compris. Je ne peux qu'être heureux. La jeunesse, les femmes, les autorités coutumières, mais aussi les cadres, le ministre René Dibi, fils du village, a argumenté dans le sens de l'acquis, mais aussi de la pérennité de la paix nécessaire à tout développement. L'essentiel à retenir, selon Esmel Emmanuel Essis. J'aurais dit qu'il n'y a pas meilleure chose que de s'entendre, que d'avoir la paix. Aujourd'hui, ils ont égrené un ensemble de préoccupations, mais s'il n'y a pas de paix, comment voulez-vous qu'on puisse poser des actes pour résoudre ces problèmes? Et les jeunes ont dit, monsieur le ministre, nous vous attendons. Et j'ai répondu, je viendrai. Avec l'appui du gouvernement, on est la réponse à Lopou. Et une réponse positive, bien sûr. Dialogue, échange franc et direct, tout se fait ici en langue locale. Il y a quelques jours, c'était à Kousrou et à Kradio. Aujourd'hui, Lopou et bientôt Orbaf. 3 semaines déjà de rencontres et d'échanges pour parler de paix, mais surtout penser le futur en brisant les malentendus entre fils de Léboutou. Yamoussoukro, dans le centre du pays, abrite actuellement une rencontre des sous-préfets et autres acteurs communautaires. Objectif, renforcer le dialogue communautaire, instrument de cohésion sociale initié en 2011 par l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et poursuivi depuis 2017 par le ministère en charge de la cohésion sociale. Les explications de Issa Yeo. Le dialogue intercommunautaire, c'est la méthode initiée par l'ONUCI, l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, en 2011 pour renforcer la cohésion sociale et la stabilité du pays au lendemain de la crise post-électorale. 10 ans après l'instauration de cette méthode est récupérée par le gouvernement ivoirien, notamment par le ministère en charge de la cohésion sociale. En 2017, les acteurs témoignent. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que il fait beau vivre à Bono parce que les populations vraiment vivent en parfaite harmonie, en parfaite symbiose. Et donc nous pensons que vraiment les dialogues intercommunautaires ont un impact positif. Chez nous, s'il y a un conflit d'urgence quelque part, soit dans une sous-préfecture, ce sous-préfet avise le président du comité, qui est le préfet, et il convoque une réunion d'urgence où on se réunit pour pouvoir prendre les mesures qu'il faut pour résoudre rapidement ce problème. Un impact positif dans la construction de la paix que l'État de Côte d'Ivoire entend poursuivre et même institutionnaliser. C'est le but de cette rencontre ici à Yamoussoukro
entre ses sous-préfets, ses présidents de jeunes, ses présidentes des femmes et autres acteurs sous l'égide du PNUD et du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Pour nous, 10 ans après, il faut faire un break et essayer de voir avec tous les acteurs comment mettre à la disposition de tous les partenaires au développement des ONG nationales et internationales ce référentiel-là en matière de résolution pacifique des conflits. Nous pensons qu'à l'issue de ces 3 jours, tous ces experts qui sont venus des localités qui ont connu la réalisation de ces dialogues vont mettre à la disposition les respectives. 3 jours, c'est la durée de cette rencontre dite de validation de l'approche du dialogue intercommunautaire. Rencontre à laquelle participent 50 acteurs pour tenter d'instaurer définitivement la paix en Côte d'Ivoire. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué du Conseil constitutionnel, un document relatif à la période des réclamations concernant l'élection des députés à l'Assemblée nationale, scrutin du 6 mars prochain. Le président du Conseil constitutionnel rappelle que, conformément à l'article 98 du Code électoral, le droit de contester une éligibilité à l'élection des députés à l'Assemblée nationale appartient à tout électeur dans le délai de 8 jours à compter de la date de publication de la liste provisoire des candidats par la commission chargée des élections. La commission électorale indépendante, la CEI, ayant procédé le dimanche 31 janvier 2021 à la publication de la liste provisoire des candidats pour le scrutin du 6 mars 2021, les réclamations sont reçues par le Conseil constitutionnel du lundi 1er au lundi 8 février 2021. Les requêtes, accompagnées des pièces justificatives, devront être déposées au secrétariat général du dit Conseil, 6 au 22 boulevard Carde à Abidjan Plateau. À l'expiration de ce délai, aucune réclamation ne sera reçue. Fait à Abidjan le 1er février 2021, le président par intérim Jacqueline Lowes-Oble. Un tout autre sujet à présent, toujours en Côte d'Ivoire, les numéros de téléphone fixes et mobiles sont passés, on le sait, de 8 à 10 chiffres depuis le 31 janvier dernier. Mais que de difficultés pour les usagers. Certains ne savent pas utiliser l'application mise à la disposition par l'autorité de régulation des télécommunications. D'autres ont complètement perdu quelques contacts. Alors comment régler cette fâcheuse situation? On en parle avec Cheikh Koné. Le passage de la numérotation à 10 chiffres est effectif depuis le dimanche 31 janvier dernier. Si l'opération est jugée satisfaisante, cette opération s'est très bien déroulée. Tous les opérateurs ont respecté le programme qui a été établi et nous avons réussi le basculement. Les avis des abonnés sont toutefois mitigés, moins de 48 heures après l'opération. Moi, ça ne m'a pas fatigué. Honnêtement, ça ne m'a pas fatigué. J'ai téléchargé le logiciel et puis bon, j'ai suivi les instructions et puis tout a changé sur mon téléphone. Bon, ça ne me fatigue pas, ça nous arrange. Aujourd'hui même, j'ai essayé d'appeler plusieurs numéros, les collègues, ça passe. Il y a eu des désagréments, naturellement, parce que c'est la première fois. On a un souci avec le WhatsApp. Actuellement, on a perdu pratiquement tous les notes qui sont sur nos contacts. Donc c'est les numéros seulement qui apparaissent. À ce niveau-là, on a des difficultés. Voilà. Donc c'est un peu... Ça, sinon pour l'instant, ça va. Relativement à ces plaintes de plus en plus nombreuses, les développeurs et opérateurs mobiles expliquent l'origine de ces difficultés techniques. La migration a observé quelques petits désagréments, donc, en particulier avec WhatsApp, qui est dû à une petite incompréhension sur le fonctionnement même de WhatsApp. C'est-à-dire, juste après la migration, quand ces personnes ont choisi de convertir leur numéro à 8 chiffres à 10 chiffres, WhatsApp n'étant pas encore mis à jour pour prendre en charge les numéros à 10 chiffres, l'application a naturellement affiché certaines conversations comme étant anonymes, c'est-à-dire sans le nom. Mais pour ces personnes-là, ce que je peux dire, c'est qu'elles peuvent se montrer patientes. WhatsApp a déjà préparé une mise à jour qui normalement devrait être disponible. Et avec cette mise à jour-là, les noms dans les conversations seront rétablis.
Ceux qui reviennent vers nous, on essaie de voir exactement comment est-ce qu'on peut les assister, les accompagner. Et c'est cet effort que nous faisons aujourd'hui. Et pour nous, c'est aujourd'hui l'une de nos préoccupations. Comment est-ce qu'on peut aider ceux qui ont eu des difficultés? Le régulateur rassure. Les contacts sont bien là et nous les retrouvons. Voilà, ce n'est pas perdu. C'est juste un déplacement, c'est aller se loger dans une corbeille. Et donc, avec la démarche qu'on propose aux consommateurs, ils les retrouvent immédiatement. On en a retrouvé plein pour d'autres. Ce n'est pas perdu. Les sites internationaux de paiement et achats en ligne sont aussi touchés par ces perturbations. Selon les premiers responsables de la RTCI, cette situation va connaître une issue heureuse les heures qui suivent, après une mise à jour intégrale de ces sites. Dans l'actualité nationale aussi, cette réunion organisée récemment par l'Ordre des experts comptables, l'occasion pour ces professionnels de la comptabilité de formuler quelques recommandations. Ils sont au micro de Jean-Louis Gbangbo. Comprendre les bouleversements portés par la nouvelle annexe fiscale, appréhender leur opérationnalité et formuler des recommandations aussi bien au secteur privé qu'aux gouvernants. Tel est l'exercice auquel s'est livré l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire au cours de cette rencontre. Le contexte actuel reste encore difficile. Il va falloir doubler plus d'efforts et faire face à un ralentissement continu de nos activités. Nous devons continuer à pousser un peu plus notre ouvrage afin de garantir des lendemains meilleurs. Au nom de la tutelle, Minafou Fanta Koulibaly Kone, directrice de cabinet du ministère de l'Économie et des Finances, a rappelé qu'en 2021, la politique budgétaire de l'État visera notamment à accroître l'efficacité du recouvrement des recettes intérieures grâce aux réformes engagées. Il s'agit également de mettre en œuvre une politique fiscale qui soit soutenable et équitable, favorisant l'autofinancement structurel de notre développement et l'émergence surtout d'entreprises nationales qui soient des porte-étendards. L'Ordre des experts comptables souhaite que l'information financière soit mise au cœur de la production des états financiers afin de mettre fin à la suspicion entre opérateurs économiques et l'administration fiscale. Notons que 3 nouveaux experts comptables ont fait leur entrée à l'instance ordinale au cours de cette matinale. Toujours en Côte d'Ivoire, la signature récemment d'un mémorandum d'accord entre une microfinance et ONU Femmes, entité des Nations Unies pour l'autonomisation des femmes. Objectif, faciliter l'accès des femmes et jeunes filles entrepreneurs au financement. Sephora Zegui. 15% des agents économiques de poids en Côte d'Ivoire sont des femmes. Selon le Centre d'intelligence des affaires de l'agence Côte d'Ivoire PME, elles subissent malheureusement de fortes pressions sociétales et peinent à structurer leur activité entrepreneuriale et agricole. C'est fort de ce constat que ONU Femmes et une microfinance signent un partenariat. Objectif, faciliter l'accès des femmes et jeunes filles entrepreneurs et agro-entrepreneurs aux meilleures opportunités de financement. Nous avons compris les attentes de ONU Femmes Côte d'Ivoire et nous sommes plus que jamais déterminés à poursuivre la spécification de nos offres. Nous sommes plus que jamais déterminés à renforcer l'accompagnement du développement des capacités techniques et managériales de la femme. Sur 430 dirigeants de grandes entreprises, l'on dénomme seulement 20 femmes. Elles sont dominantes dans les chaînes de valeur agricoles, mais demeurent encore au niveau de la production à petite échelle. Une situation qui ne favorise pas leur inclusion financière, selon Antonia Ngabala Sodomon, la représentante résidente de ONU Femmes. Elle se réjouit de la collaboration naissante avec cette microfinance. Nos actions consisteront à accompagner ces femmes à améliorer leur inclusion financière à travers la mobilisation commune de ressources pour apporter des solutions à leurs problèmes spécifiques. Nos 2 institutions disposent d'outils de qualité, tels que le Centre des femmes entrepreneurs, basé à Tekoubé, et le package de services financiers dédiés aux femmes qu'offre Finel et son approche qui vise à renforcer les capacités. Selon les données du ministère de l'Économie et des Finances, le taux d'inclusion financière en Côte d'Ivoire est passé de 34% en 2014 à 41% en 2017. Des efforts considérables sont faits, mais le taux reste bas. Même s'il n'y a pas de données officielles, les femmes ont un faible taux de bancarisation, alors qu'elles œuvrent pour la majorité dans le commerce et l'agriculture.
Le Fonds de développement de la formation professionnelle fait le bilan de ses activités 2020. L'occasion également pour le FDFP de mieux faire connaître au grand public ses missions et son fonctionnement. Godefroy Okambawa. 122 216 personnes formées sans distinction de catégorie grâce au Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP sur ces 20 derniers mois. Des acquis qui font suite aux nouvelles réformes mises en œuvre par l'institution qui ont permis de former un personnel de qualité dans les entreprises et surtout améliorer leur rendement. Sur les 20 mois, nous avons payé en gros 18 700 millions d'actions de formation aux entreprises et aux cabinets de formation. Nous avons accru le nombre de partenaires de formation parce qu'ils étaient 700 au début lorsque nous arrivions. Aujourd'hui, nous avons 1287 cabinets de formation qui travaillent avec nous. En termes d'activités et de plans de formation agréés également, nous avons financé 16 000 plans de formation. En termes d'agrément, nous avons pu remettre la collaboration avec tous les acteurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage en Côte d'Ivoire et au-delà. Le fonds ne compte pas s'arrêter à ses acquis. Avec la digitalisation de ses offres, il s'engage à être une institution de référence en matière de financement et de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour le renforcement des capacités des populations actives. Une vision qui passe par l'accroissement de son budget de 40 milliards et son implantation dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. De 6 antennes depuis 1992, franchement, je pense que le temps est venu, peut-être qu'on arrive à 10 antennes ou bien 12 antennes sur l'ensemble du territoire national. Le faisant, nous serons près des populations que nous allons convaincre pour que ces populations-là créent des entreprises et qu'elles cotisent pour que notre cagnotte-là s'accroisse. Créé en 1992, le FDFP Service Public oriente, impulse et met en œuvre la politique de formation professionnelle continue ainsi que celle de l'apprentissage en Côte d'Ivoire. Au chapitre santé, la 68e journée mondiale de la lèpre, célébrée le 31 janvier dernier en Côte d'Ivoire. La célébration officielle s'est déroulée à Daloa, dans la région centre-ouest du pays, en présence bien sûr du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele. Les malades de la lèpre ont reçu plusieurs dons. Les précisions dans ce reportage de Eugène Atoubé. Le 31 janvier de chaque année, c'est le même rituel. Les malades de la lèpre reçoivent des kits d'hygiène, des vivres, des nattes et des matelas dans le respect de la tradition de la célébration de la Journée mondiale des lépreux. Expression de la sollicitude de la communauté et le devoir d'aide et de soutien en écho à l'appel de Rolf Loro, le Vagabond de la Charité dont la fondation de même nom, les associations partenaires dans la lutte contre la lèpre et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique œuvrent dans une synergie d'action tel que préconisé par l'OMS, pour donner à tous les malades de la lèpre l'espoir d'une guérison et le respect de leur dignité. Mettre fin à la stigmatisation et plaider en faveur du bien-être mental des personnes atteintes de la lèpre. Et nous devons ensemble soutenir les droits des personnes atteintes de la maladie de la lèpre. En Côte d'Ivoire, 515 cas de lèpre ont été détectés en 2020. Un malade sur 10 est un enfant. Et dans cette frange de malades de la lèpre, 20% ont une invalidité prononcée. Et comme pour donner l'alerte, l'enfant lépreux est mis au centre de la célébration de la 68e journée mondiale des lépreux à travers le thème « Un enfant handicapé ou des autres maladies tropicales négligées est un avenir compromis ». Sur le ton de la supplication, Simone Bleu-Lenné, Dr Cotijan, Pierre-Yves Thibault, les associations de lutte contre la lèpre et la Fondation Rolf Loro ont appelé à la fois le ministère de la Santé publique, la communauté et les malades eux-mêmes un engagement ferme en termes de dépistage précoce, de prévention, de sensibilisation et d'offre de soins pour donner aux malades de la lèpre le sentiment d'appartenance à la communauté. Dans ce contexte de Covid-19, les lépreux ont trop souffert de la stigmatisation et paient encore le prix des idées reçues sur la maladie de la lèpre. Pour lutter contre la lèpre, il faut s'attaquer aux problèmes d'eau, d'hygiène, d'assainissement, s'attaquer en même temps aux problèmes de pauvreté. On peut arriver à éliminer la lèpre et bien d'autres maladies tropicales négligées ensemble. Je vous demande de faire preuve de solidarité à l'endroit des personnes souffrant de la lèpre et des autres maladies tropicales négligées. Il vous faut lutter contre le rejet,
et la stigmatisation sous toutes ses formes. La Côte d'Ivoire s'est fixée comme objectif l'éradication d'ici à 2030 de la maladie de la lèpre. La lèpre est considérée comme maladie de la pauvreté, de la misère et de la honte. La 68e journée mondiale de la lèpre a été célébrée concomitamment avec la première journée mondiale des maladies tropicales négligées. La Côte d'Ivoire est ainsi le premier pays en Afrique à commémorer cette journée. Plus de 100 millions de cas de coronavirus à travers le monde. Attention, attention, soyons vigilants et respectons les gestes barrières. En Côte d'Ivoire, 76 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. À la date du 1er février 2021, le pays compte donc 28 475 cas confirmés de coronavirus, 26 495 personnes guéries, 156 décès et 1824 cas actifs. Le masque facial, un moyen efficace pour lutter contre la propagation du coronavirus. Mais en Côte d'Ivoire, les populations respectent-elles cette mesure barrière? Le témoignage de Jean Djadji. Commune d'Adjamé, Carrefour Liberté. Ce matin, comme à l'accoutumée, les populations investissent les gares de taxis communaux ou de mini-cars afin de se rendre sur leur lieu de travail. Les commerces sont ouverts. Les clients marchandent avec les vendeurs ambulants. Dans ce secteur bien fréquenté par le public, le port du masque est presque inexistant. Dans les transports en commun, passagers et chauffeurs se disputent la palme de l'incivisme. J'ai le masque, mais comme c'est sale, je vais le laisser. Ouais. Donc, je vais acheter l'autre. Ça étouffe. C'est bon, hein, mais vraiment, il fait chaud dedans. C'est pour notre santé. Oh. On va faire comment? Qu'on le veuille ou pas, on va porter. Comme on est dans la rue, là, on se promène et ça. Quand on montera dans le véhicule, on portera. Le port du masque est l'une des mesures de prévention qui vise à enrayer la transmission de la Covid-19 et à sauver des vies. Pour le non-port du cache-nez dans les lieux publics et transports en commun, certaines personnes s'expliquent. Le port de cache-nez n'est pas mauvais. En tout cas, c'est très bon pour notre santé. Mais ça dépend du milieu où nous nous trouvons. Et ce qui fait que souvent, il y a des milieux où nous ne portons pas le cache-nez. Sinon, on a nos cache-nez qui sont cachés dans nos sacs, dans nos poches. On arrive dans des milieux où on peut porter. Mais si où nous nous trouvons à Liberté, si vraiment, ce n'est pas facile de porter parce que nous sommes tous ensemble, c'est les mêmes frères, les mêmes amis. Et quand on porte le cache-nez, peut-être que ça va frustrer d'autres. C'est très dur, le métier est très dur. Mais quand même, on arrive à s'en sortir là. Il y a d'autres qui respectent ça, ils portent. Il y a d'autres qui ne veulent pas porter parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de monnaie pour acheter les cache-nez. Donc dans ça aussi, on les fait descendre. Même constat à Cocody. Aucune mesure préventive n'est respectée. Le masque est rangé aux oubliettes dans certains restaurants et maquis. Mais la vigilance face à la pandémie de la Covid-19 est encore d'actualité pour quelques citoyens. C'est obligatoire. Parce qu'on ne peut pas venir dans un marché sans porter le cache-nez. On ne sait jamais. On ne sait pas qui est devant nous. Donc du coup, on invite tout le monde à porter le cache-nez. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique enregistre à ce jour plus de 2000 cas actifs. Le Conseil national de sécurité exhorte l'ensemble des populations à davantage de responsabilité, de discipline et de civisme dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Respectons donc les mesures barrières contre le coronavirus. Autre actualité nationale, il y a eu plus de peur que de mal hier à la prison civile de Mans, dans la région ouest, où un incendie s'est déclaré. Il s'agissait d'un court-circuit, selon la compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE. Le bâtiment des femmes incarcérées a été complètement ravagé, sans causer, heureusement, de pertes en vie humaine. Les précisions dans ce reportage de Ève Boué. L'incendie s'est déclaré aux environs de 18h30 ce 1er février 2021. Les pompiers civils, immédiatement alertés, ont maîtrisé le feu vers 20h. Les flammes ont ravagé uniquement le bâtiment des femmes. L'électricité est coupée dans toute la prison. Pas de pertes en vie humaine, ni de blessés, mais les dégâts matériels sont importants.
De la toiture aux effets personnels des pensionnaires, tout est parti en fumée. Les autorités judiciaires, avec à leur tête le procureur de la République, ont fait le constat. Un important détachement des forces de défense et de sécurité est mis en place pour assurer la sécurité. Un court-circuit serait à l'origine du feu, selon les éléments de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. Les pensionnaires du bâtiment incendié, au nombre de 47, ont été redéployés dans les locaux servant à la mise en quarantaine dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 en attendant une solution idoine. Il est bon de signifier que les locaux de cet établissement carcéral sont dépassés et ne répondent plus aux besoins. En ce moment, l'effectif est de 1387 pensionnaires pour des bâtiments initialement prévus pour 500 personnes. La ville de Mans a donc besoin d'une nouvelle maison d'arrêt et de correction. Enfin, en Russie, la police a procédé à plusieurs interpellations aux abords du tribunal où comparaît aujourd'hui l'opposant Alexei Navalny. Ce dernier risque environ 2 ans et demi de prison pour violation de son contrôle judiciaire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.